Bonjour à tous et à tous et bienvenue au coin du feu pour un nouvel épisode des Annales d'Opale. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dit cette phrase, donc je suis avec mon collègue, on peut dire collègue. Collègue, comparse, ce que tu veux. Salut. Ouais, je voulais varier, tu vois, mais... Ami aussi. Mais je me dis... Ami, oui, voilà, accessoirement. Compagnon. Compagnon de route. Voilà. C'est ça. Comment on pourrait dire partenaire. C'est ça, il y a plein de trucs en fait. Hein. Camarade. C'est ça. Où est-ce qu'on en était ? Oui, voilà. T'as perdu l'habitude, hein. Tout à l'heure. C'est ça, j'ai perdu l'habitude et j'étais parti pour faire l'intro de l'autre épisode. Heureusement qu'on a fait un brief avant, hein, tu me diras. Ouais, bah, c'est parce qu'on avait fait le brief, du coup, que je pense que je me suis mélangé les pinceaux. C'est tout bon, du coup ? Donc, épisode un peu spécial, hein, comme d'habitude, c'est toujours des épisodes spéciaux de toute façon. Ah oui, tout à fait. Puisque nous allons refaire un top. Et oui, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait déjà fait un top. Ça date de loin, ça. Ouais, effectivement. Ça date de loin, voilà, qui était sur les jeux vidéo. Ouais. Et donc on s'était pas trop, attardé sur le fait que c'est un lien avec la fantasy et la science-fiction, mais finalement... On est arrivé à trouver des trucs, ouais. Forcément, puisque c'est des univers, le jeu vidéo et l'imaginaire qui se mélangent très bien, hein. C'est pas besoin de vous faire un dessin. Et là, on va changer un petit peu de médium, puisqu'on va parler de musique. Donc c'est à la fois évident et pas si évident que ça en fait de parler de musique et d'imaginaire. Donc on s'était pas concerté, mais en fait on va parler de métal et d'imaginaire. Ça me fait rire parce que c'est vrai on s'est dit bon allez viens on fait un top. Ouais bon bah allez d'accord et au final on s'est retrouvé avec des groupes de métal chacun de notre côté. Mais ouais comme tu dis c'est vrai que c'était évident. Si vous connaissez un peu l'émission et les deux Lascar qui la présentent, je pense que vous doutiez que ça allait être à filière sur ce terrain-là. Hein. Pour ceux qui dorment... Je comprends pas qu'on l'ait pas fait avant en fait. Hein. pour ceux qui dormiraient depuis l'épisode 1, on s'est rencontrés sur parce qu'on était chroniqueurs chez Metalland. Voilà. Ah putain ça fait longtemps ça. À partir de là, vous aurez saisi pourquoi est-ce qu'on s'était pas posé plus de barrières que ça, mais on aurait pu faire autrement. On aurait pu choisir d'autres styles de musique ou les incorporer, enfin voilà. Bon, il se trouve que on a tous les deux fait un top 5. Donc avec de la musique hard rock metal, hein, on va faire large quand même. Et avant de rentrer dans le dur, je tiens quand même à m'excuser parce que c'est vrai que je l'ai vu, c'est toi qui me fais passer les messages quand je dis des bêtises et que c'est relevé sur YouTube. Et j'aime toujours le petit ton passif-agressif que les gens mettent dedans. Et c'est vrai que j'ai dit une grosse bêtise dans le dernier épisode où on était tous les deux, puisque j'ai dit que Étoile garde à vous, donc Starship Trooper avait été écrit par un certain Richardson. Alors que pas du tout. On va faire attention, merde. Ouais, c'est Heinlein, mais c'est vrai que bon, dans le flow, parfois je me perds, et je sais pas pourquoi Richardson. Je me suis posé la question après, je me suis dit, mais il y a un auteur qui s'appelle Richardson, tu vois, mais en fait je l'ai jamais lu, et je vois pas comment j'ai pu mélanger les deux noms. Ouais, puis t'as sans doute le mec en face de toi qui t'a rien dit et qui essaie comme un con en te disant ouais, putain, ouais, c'est vrai que... C'est ça. Ah, et voilà, donc je ne l'explique que par le flow de la conversation. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Mais alors, après, ne vous retenez pas quand on dit des bêtises, faut le relever, y a aucun problème. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que les deux fois où tu m'en as parlé, à chaque fois, tu as ce petit ton là, un peu piquant, genre, voilà, est-ce que vous êtes bien à votre place et tout Est-ce que vous dites pas un peu de la merde, des fois ? Donc oui, si, ça arrive. Alors, vous pouvez continuer à le faire, je suis blindé, hein, je suis allé jusqu'à faire une thèse, donc des critiques acerbes, j'en ai reçu, donc ça me pose aucun problème, allez-y. Faites-vous plaisir. Y a pas de problème. Voilà, après cette intro bien trop longue pour un épisode qui sera probablement pas aussi long que les autres, mais bon, on sait jamais, avec tout, ça finit toujours par durer des heures. D'ailleurs, il faut préciser qu'à la base, nous, le premier top qu'on avait fait, c'était un top 10 qui avait duré au moins 1h30, 2 heures, je crois, je m'en souviens bien. Donc là on a réduit, c'est un top 5, hein. ça sera plus court. Et tu remarqueras que j'ai pas contesté ta proposition de top 5. Ouais c'est vrai. J'aurais pu dire, mais pourquoi un top 5 ? Ouais. Faisons un top 20, ouais. Voyons avec tout ce qu'il y a à dire. Ouais. Puis histoire de sortir des sentiers battus, c'est avec une émission de 8 heures. Quoique après niveau émission longue, dans le collectif ça va, il y en a qui se défendent bien. Je vais parler des PCF, mais bon, voilà. Avec des émissions de 3 heures, avec des records de 5 heures et des émissions de 3 heures. Mais d'ailleurs, je les embrasse au passage, ils sont top. Alors, je sais pas comment tu veux qu'on procède, comme d'habitude, on a préparé, mais en fait, pas assez. Puisque on s'est pas mis d'accord, mais je pense qu'on va faire comme on a fait pour le jeu vidéo. Tu donnes
tu donnes un des tops, et puis moi je donne mon... Enfin, tu fais top 5, je fais top 5, top 4, top 4, top 3, top 3, top 2, top 2, top 1, top 1, et puis... C'était cette espèce de ping-pong. Puis après, voilà, on critique les goûts de l'autre. Voilà. Ouais. D'autant plus que tu vas être parce qu'on s'est pas échangé nos listes avant, hein. C'est-à-dire que là, on va découvrir au fur et à mesure. À mon avis, tu seras pas vraiment étonné, mais voilà. On en a peut-être un en commun, mais c'est peut-être pas le même album qu'on a en commun. C'est possible. Et du coup, ouais, moi, alors pour parler un petit peu de mon top avant, enfin mon top global, il y a des trucs qui sont connus, il y a des trucs qui sont moins connus. Voilà, j'ai essayé de choisir aussi en fonction des auditeurs et des auditrices qui puissent écouter, parce que bon, bah, comme vous le savez, on est plus ou moins dans le métal extrême tous les deux, hein. Et donc il y en a, hein, mais après il y a des trucs peut-être un petit peu moins violents que les autres pour essayer aussi de vous faire découvrir ça si vous écoutez pas de métal ou quoi que ce soit, quoi. Je sais plus ce que j'ai mis dans mon top. Si, c'est bon. Si, on est plutôt sur de l'extrême, effectivement. J'avais cherché du côté un peu heavy, etc. Mais tout le monde s'en fout, donc c'est bon. Oui, voilà, déjà de 1. En fait, il y aurait beaucoup à dire. Si vous voulez un épisode juste sur la fantasy et le heavy 80, je pourrais vous faire ça. Il n'y a aucun problème. Mais surtout, ouais, comme on parle des... En fait... Comme on parle de l'imagerie, etc., je trouve que dans le métal extrême, il y a une espèce de surcouche encore différente, alors que la fantasy et le heavy metal, ça coule de source, en fait. C'est évident, tu vois. Alors que quand on va dans l'extrême, on n'est pas obligé de penser à la fantasy, à la science-fiction, à l'horreur, etc. On peut juste être dans le gore bien bête et méchant, l'occultisme, des trucs un peu plus vénères, on va dire, mais la fantasy, la science-fiction, évidemment, il y en a, mais c'est pas aussi évident que ça, quand on y réfléchit un petit peu. C'est sûr, donc c'est pour ça que ça va être un top un peu particulier, parce que nous, on est arrivé quand même à regrouper l'extrême avec la fantasy et la science-fiction, donc c'est un sacré pari quand même. Juste pour faire un petit tour d'horizon quand même de l'histoire commune qu'a l'imaginaire et les musiques rock, métal, voilà, pour faire un peu large. On peut retracer en fait les premières traces d'inspiration de l'imaginaire dans ces musiques-là, avec toute la musique de la fin des années 60, le rock prog et le folk. Enfin, on pense par exemple à Led Zeppelin et Tolkien, qu'ils ont assez souvent utilisé dans leurs textes. Et puis ensuite, les choses vont évoluer dans les années 70, où le hard rock va vraiment intégrer toute l'imagerie qui se développe à ce moment-là, donc notamment la fantasy plus que la science-fiction, qui va rester plutôt du côté de la musique progressive. Et un truc qui a vraiment, on va dire, poussé le curseur jusque vraiment intrinsèquement dans la musique, c'est, à mon sens, c'est le groupe Rainbow, avec Dio et Ritchie Blackmore, et notamment Ritchie Blackmore, donc le guitariste, anciennement de Deep Purple, qui a développé tout un jeu néoclassique, qui donne vraiment ces ambiances médiévales, etc. Donc là, on est carrément dans la fantasy vraiment chevaleresque, etc., si vous voulez. Donc ça, je pense, c'est des jalons importants. Et ensuite, dans les années 80, on passe carrément aux albums concept qui vont toucher à l'imaginaire. Donc, avec probablement un des albums les plus connus dans le style, c'est le Seven Son of the Seven Stone de Maiden, donc en 88, qui est inspiré notamment du 7e fils d'Orson Scott Card, qui est paru l'année d'avant. Et puis dans les années 90, ça va se développer d'autant plus avec un groupe comme Black Guardian, par exemple, qui lui s'inspire complètement de Tolkien par rapport à Led Zeppelin, qui s'en sert dans des morceaux. Eux, ils ont des albums complets sur l'univers de Tolkien, donc par exemple le Silmarillion dans l'album Nightfall in the Middle-earth. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que l'imagerie de la fantasy est vraiment intrinsèquement liée à l'évolution du métal. On voit clairement, c'est par petites touches, ça s'ajoute, et pour finalement avoir des albums complets de fantasy. Et si on veut même aller plus loin, un groupe comme Rhapsody a carrément développé toute une histoire dans laquelle se passent les albums qu'ils produisent. Voilà, ceci étant dit, je pense que ni toi ni moi sommes des grands fans de Blind Guardian et de Rhapsody. Pas du tout. Donc on va parler de vrais groupes. Donc on va parler de vrais groupes, ouais. Déjà, on va se faire des potes, c'est bien.
Mais ouais, bonne intro. Je pense que, de toute façon, comme on le disait avant de commencer à enregistrer, je pense que ça mériterait un épisode entier. Et il y a de quoi faire un épisode entier. Et d'ailleurs, ça nous a carrément donné une émission, en fait. Donc, Carrément, et puis il y a même un mec qui a écrit un bouquin sur la question. Hein. Alors je dis un mec, c'est un peu... tu vois, je le connais pas, ça se trouve, il apprécierait pas que je parle de lui comme ça. Il y a un monsieur... alors j'ai son nom quelque part, c'est Franz Emmanuel Petitio, je crois, Petitio, qui a écrit un bouquin Metal et Fantasy volume 1, donc certainement un deuxième volume en préparation, qui est sorti chez Camion Blanc. Donc voilà, c'est que le sujet mérite au moins de faire un petit volume sur la question. Voilà, après, je l'ai pas lu, donc je peux pas vous conseiller ou non de le lire, parce que je connais pas la qualité de l'ouvrage. Et il y a même un focus sur la page de la BNF sur le métal et la fantasy, dans le portail fantasy de la BNF, donc c'est que c'est quand même assez... comment dire, ça intéresse suffisamment de gens pour qu'on en arrive là, quoi. Ouais, exactement. Donc là-dessus, on va commencer notre top. Ouais, vas-y, je te laisse la main. Hein. Bon, moi j'ai fait classique pour le 5e album, parce que j'ai décidé de parler de Fear Factory avec des manufactures. Je vois ton petit sourire. Ah, j'ai encore rien dit. Donc voilà, là ça c'est clairement orienté SF, parce que du coup c'est le thème principal, ça reste la guerre entre l'homme et les machines, entre autres, avec des inspirations de Terminator, dont le thème est repris à un moment, ou alors pas vraiment le thème, mais un morceau du film est repris, donc de James Cameron, et qui a été influencé aussi par La Guerre des Mondes de Wells, qui est un classique de la science-fiction, voilà. Donc voilà pour le concept. Après niveau musical, on est sur de la sur de l'industriel, pardon. Donc avec des gros riffs, faut savoir que c'était l'arrivée de Dino Cazares, donc le guitariste emblématique du groupe, qui arrivait avec un jeu de guitare vraiment bien particulier, très propre, très clinique. Voilà, la batterie c'est vraiment aussi dans le même moule, c'est-à-dire que là il y a rien qui dépasse. Concrètement, c'est vraiment très propre, très clean. Et voilà, il y a beaucoup de samples, tout ça. Et le chanteur aussi, qui est arrivé avec un truc un petit peu particulier, parce qu'il arrive avec du chant clair et du chant saturé. Mais alors voilà, moi je sais que je crains beaucoup le chant clair dans le métal, mais là bizarrement non, parce que ça représente quelque chose. Alors je voudrais pas dire de conneries, je sais pas si le chant clair représente les humains et le chant saturé les machines, ou si c'est l'inverse. Je me souviens plus trop. Je sais que Tank, qui est un très gros fan de Fear Factor, pourra peut-être m'éclairer là-dessus. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est un album qui était sorti en 95, qui moi m'avait marqué, justement par ce côté très propre et très technique de la batterie surtout. Et puis voilà, moi c'était vraiment l'époque où je commençais à rentrer dans tout ce qui était un petit peu science-fiction, notamment au niveau du cinéma. Et voilà, pour moi, gros album, voilà, où les humains sont limite traités comme du bétail. Justement sur la pochette, on voit que c'est une sorte de code-barre sur une colonne vertébrale. Donc pour beaucoup qui écoutent du métal, je pense pas que cet album soit vraiment étonnant qu'il soit classé dans un top, parce que du coup c'est vraiment un classique de chez classique, avec Obsolete aussi, l'album d'après. Et l'album a continué à sortir le groupe a continué à sortir des albums jusqu'à il y a peu de temps encore, et aux dernières nouvelles c'était pas mal, mais bon voilà, là on est vraiment sur du classique de chez classique. Donc pas de grosse surprise en tout cas pour mon top 5 moi. Ouais, c'est vrai que c'est très synthétique, et pour le coup c'est carrément du death indus, parce que ça vient de la partie extrême de l'indus. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, justement, on a fait un épisode avec Tank sur du coup mon autre podcast Realm of Kawa sur le death industriel, et on revient notamment sur Fear Factory, puisque c'est un des fers de lance du style. Enfin, c'était, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont plus du tout la même stature. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en litige. Le groupe est splitté en 2 entités. Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Il y a eu des procès, il y a eu des machins comme ça. C'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que si tu pars dans un délire un peu post-apo, limite cyberpunk, un peu à la Matrix, c'est la bande son idéale, quoi. Parce que là, on est vraiment sur de la mécanisation, le son hyper synthétique et tout. Enfin, en fait, ça va revenir assez souvent, je pense, dans ce qu'on va dire, mais moi, dans mes choix, je me suis beaucoup basé sur le ressenti de l'écoute, et pas forcément sur le fait que le groupe parle forcément de fantasy, de science-fiction, etc. Mais de fait, comme
si le groupe se débrouille bien, en fait, ce qu'il raconte va se ressentir dans la musique. Donc l'ambiance va correspondre un peu aux paroles, quoi. Et pour Fear Factory, on est complètement dedans. Hein. Je pense que en fait, il n'aurait pas pu faire cette musique-là sans le concept qu'il y a derrière dans les paroles. Voilà, c'est obligatoirement ce type d'ambiance qui allait en émaner, ou inversement. Ce type de musique allait forcément aller vers ce type de problématique, de sujet dans les paroles. Et alors moi en top 5, qu'est-ce que j'ai mis en top 5 ? On va rester dans la SF. J'ai mis un petit Bolt Thrower. SF, Bolt Thrower dans la SF. Ouais. Ah ouais. Realm of Chaos, Slaves to Darkness. Quel est le plus grand jeu de plateau de science-fiction du monde ? Warhammer 40 000. Sur quoi est basé alors ça va du 2e album, celui-ci, jusqu'au 3e, je crois. Non, c'est jusqu'au 2e, donc celui d'après, qui s'appelle Warmaster. Warmaster, ouais. Qui sont tous les deux basés sur les univers de Game Workshop. Donc Warmaster sur la fantasy, et donc cet album là qui est le 2e du groupe, qui est sorti en 89 chez Iraq Records. Donc qui est en plus un des piliers en fait de l'émergence du death metal globalement, et particulièrement en Grande-Bretagne. Et du coup ils avaient un deal avec Game Workshop, c'est-à-dire que les illustrations des premières presses de cet album là, ce sont des Space Marines qui se battent contre je ne sais pas qui, certainement des orques ou des Space Marines du chaos. Et donc là on est à fond dans la science-fiction, et dans cette science-fiction un peu chelou, avec du fanatisme religieux et des espèces de paladins, de croisés en armure cybernétique qui se battent contre des aliens tous plus vilains les uns que les autres. Et donc on n'est pas tellement dans l'ambiance de la machine contre l'humain, on est plus dans l'ambiance de l'humain contre l'univers. Et c'est un peu ça, ouais. Et qui se défend pas à coups de hack et de clés à molette, mais plutôt de gros bolters de lance-flammes et autres lance-plasma, en passant par la roquette, le char et les vaisseaux spatiaux. Et donc voilà, c'est assez bon délire. On est dans la guerre, on est dans l'obscurité, l'obscurantisme, voilà, donc très chouette. Hein, on commence avec des groupes, tu vois, qui sont assez positifs, hein. De toute façon, c'est vrai que Bolt Thrower, leur thème préféré, ça a toujours été la guerre. Hein. Après, peu importe que ça fasse partie de l'univers Warhammer ou pas, ça a toujours été leur kiff. Hein. Et voilà, la musique, encore une fois, s'y est parfaitement à ce qu'ils essayent de dépeindre, puisqu'on est sur du death metal, alors on dirait classique, mais en fait, Bolt Thrower a jamais été un groupe si classique que ça. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui sont allés sur le terrain de Bolt Thrower, ou du moins qui a réussi à faire au moins aussi bien qu'eux sur le même terrain. Ouais, voilà, parce que, ouais. En fait, en apparence, c'est très simple, en fait, Bolt Thrower, mais il y a quand même un gros feeling, et c'est extrêmement compliqué d'arriver à refaire ce genre de compo, en fait. C'est pas le groupe le plus rapide, c'est pas le groupe le plus mélodique, c'est pas le groupe le plus... Mais c'est ceux qui savent faire les meilleurs riffs, tout simplement. Et quand on fait de la musique typée riff, qui est le métal, si vous êtes ceux qui font les meilleurs riffs, quel que soit le genre, vous êtes les meilleurs. C'est tout. Donc, si vous avez pas le meilleur soliste, c'est pas grave, vous avez le meilleur riffer. Si vous avez pas le meilleur batteur, c'est pas grave, vous avez le meilleur riffer. Et comme c'est eux qui ont le meilleur riffer dans le death metal, forcément c'est le meilleur groupe. Ils ont le meilleur groupe. Ouais, c'est ça. Non, je te rejoins totalement là-dessus. C'est vrai que les riffs font énormément. Encore une fois, c'est extrêmement simple, mais c'est très catchy, et il y a toujours une sorte de batterie derrière en double pédale qui bouge pas. C'est très pareil, hein, c'est un rouleau compresseur, même sans être rapide. C'est fou ce que ce groupe arrive à t'éclater la gueule par terre. Et tu disais qu'ils ont pas les meilleures mélodies, mais par contre ils ont le mérite d'en avoir, et quand ils en ont, voilà, c'est pas qu'un peu bien. Pour le coup, si on parlait un peu plus de la texture du son, c'est vraiment excellent. On est sur. Alors pour cet album-là, qui est, moi je l'aime beaucoup, mais c'est loin d'être leur meilleur, hein, même s'il est très bien. Hein. On a un son extrêmement grassouillé, comme ça se faisait au début des années 90, parce qu'à ce moment-là, en fait, personne sait vraiment comment on fait du death metal. Hein. C'est pas comme aujourd'hui où t'as tous les plug and play du monde pour enregistrer ton morceau de death metal. Là, on est sur des sons encore assez naturels, même si ça n'a pas trop de sens quand on parle de death metal, de son naturel. Parce qu'on a une très grosse saturation, mais elle est vraiment travaillée entre le retour de l'ampli, le grain des pédales, des micros, etc. On est sur quelque chose comme d'encore assez analogique, et ça s'entend notamment sur le travail des reverbs, parce que le son est très réverbéré. Je sais pas si tu te souviens, si tu l'as beaucoup écouté cet album.
Alors moi je suis plus friand des nouveaux, c'est vrai que les autres beaucoup moins, je les connais parce que voilà. Mais moi j'aime surtout, je crois à partir de justement du troisième, c'est pas Force Crusade. Mercenary je crois. Force Crusade. Mercenary, Ou c'est First le... Crusade, ouais voilà, c'est ça. C'est celui d'après, l'avant-dernier. Non, il y en a encore entre les deux, c'est Fort Victory. Qui est le quatrième. Fort Victory, donc, Mercenary, ouais. c'est celui de 98, c'est donc le cinquième. Et après il y en a eu encore un autre avec une pochette qui déchire. Il y a eu Valor Pride. Honor Valor Pride. Voilà, et Zeus Once Royal, qui est leur meilleur album. Qui est le dernier. En plus. Mais bon, lui, il est plus... Quel son de basse. Ouais. Joe Bench. Cet album. Et j'ai sélectionné notamment celui-là parce que au fur et à mesure, Bolt Thrower va se détacher de l'univers Warhammer et ils vont plus aller sur les thèmes guerriers de manière plus générale, hein, parce que quand ils parlent de Warhammer, ils parlent de guerre, mais voilà, au fur et à mesure, ils se détachent de l'aspect un peu fantastique pour aller vers d'autres choses, ce qui est pas mal, ça change un peu aussi l'ambiance en fait, hein, ça joue aussi. Et voilà, comme tu disais, on a un groupe qui est pas forcément le plus rapide, encore que sur cet album-là. Tu sens que c'est encore la course à la vitesse avec Morbid Angel, etc. Il faut montrer qu'on en a, quoi. Mais globalement, c'est vrai qu'ils arrivent beaucoup plus à... Là où ils sont les meilleurs, c'est dans le groove. C'est un groupe d'extrêmes qui peut vous faire danser pour de vrai, hein. Surtout sur les derniers albums. Ils arrivent à faire entrer ce groove avec une mélodie un peu entêtante et tout. Ça marche très très bien. Ce qui peut bloquer les gens qui sont pas dans l'extrême du tout, c'est la voix de Carl Willett. Parce qu'on est vraiment sur un truc très rugueux, très grave. Alors on n'est pas au niveau de Cannibal Corpse non plus, donc on n'est pas sur une voix d'outre-tombe. On est encore un peu sur une gueulante prolétaire de gauche, ce qui est Bolt Thrower, hein, faut pas oublier non plus. Et bon, moi ça me va très bien, hein. Et qui est un peu hérité du coup du background hardcore du groupe, puisqu'il le premier album In Battle There Is No Law, ça a annoncé la couleur. On était un peu plus sur ce truc hardcore, grindcore, voilà. Et j'avais même réussi à caler un petit historique de Bolt Thrower dans tout ça. Ah ouais, je vois ça, ouais, carrément. Bon, bah écoute, je vais passer à mon numéro 4, qui là, à mon avis, va passer totalement au-dessus de tout le monde, parce que je vais vous parler d'un groupe australien qui s'appelle Mezarzin, avec l'album Isolate qui est sorti en 2015. Est-ce que ça te parle ? Je vois la pochette. c'est pas du Black Atmo, ça ? Donc là, ouais si, voilà, exactement. Donc bon bah voilà, comme tu dis, on est sur du Black Atmo, donc très ambiance SF, voyage interstellaire, tout ça machin. Donc on reste quand même dans du métal extrême, même si c'est beaucoup mind tempo, et il y a une grosse influence électro avec donc beaucoup de claviers, pardon, ce qui donne vraiment ce côté spatial à la musique. Ce côté voyage, hein, parce que là on est clairement dans les étoiles, dans les nébuleuses, tout ça, c'est très mélancolique. Justement, moi le premier titre de Isolate me fait limite tirer les larmes. Il est vraiment, je sais pas, moi il me touche au cœur cet album, et c'est vrai que j'aime beaucoup les albums qui parlent de l'espace en général et qui nous font surtout voyager, voilà, sans forcément parler de guerre interstellaire ou de machin comme ça, voilà, juste un voyage d'une heure, 1h30, parce que les morceaux sont très longs, donc il n'y a pas beaucoup de morceaux, mais c'est des morceaux qui partent à coup de 8 minutes, et qui des fois sont vachement entêtants, parce qu'on a des riffs qui reviennent beaucoup, mais tout ça se noie vraiment dans tout ce melting pot synthétique, et ça donne vraiment quelque chose d'assez épais en texture. Et voilà, le chant peut déranger parce que c'est du chant extrême, et là vraiment on est sur du chant black metal, donc ça peut peut-être arriver à faire sortir les gens du voyage. Mais quand on arrive à prendre tout ça globalement, et d'arriver à prendre le voyage qu'on nous propose, en toute honnêteté, ça reste un super album. Et voilà, après, il y a quand même malgré tout, qu'on soit dans l'espace, une certaine chaleur, moi je trouve, qui s'en dégage, parce que ça nous fait vraiment ressentir des sentiments, des trucs positifs, malgré que ce soit un groupe d'extrême. Et voilà, gros coup de cœur à ma découverte pour ce groupe donc australien. En plus, c'est pas une terre de black metal, l'Australie, pas vraiment, il n'y a pas non plus beaucoup de groupes qui sortent de là-bas. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Alors, pour ajouter de l'eau à ton moulin, sur ma discothèque je suis bientôt à 500 disques, j'ai 2 groupes australiens. J'ai 2 disques. D'accord. Ah ouais. C'est pas des ACDC. Et c'est quoi
C'est Ouais, ah bah tiens, ouais. c'est Ok. Duncan Jones, un Duncan Jones et un Ouais. truc qui est assez récent qui parle de fantasy d'ailleurs, mais je l'ai pas mis dans le top, c'est Butterfly. Ils vont sortir un album dans pas trop Non, longtemps. ça me parle C'est du heavy hard rock un peu rétro, mais des belles mélodies, un chant assez cool. Un petit côté vieillot, Mhm. mais pas non plus trop dans le revival un peu pourri qu'on se tape là depuis 10 ans. pas. Ouais. Après, c'est pas non plus un groupe transcendant, hein, mais j'avais bien aimé. J'ai mis dans mon top 2021, je crois. Ok. Ou 2020. Ouais, je crois que c'était 2020 qu'il est sorti l'album. Et ouais, c'est marrant parce que pour le coup, là, on a appris tous les deux des groupes qui parlent de science-fiction pour le moment. Et avec des ambiances déjà Ouais. assez distinctes, hein, parce que entre un Fear Factory et un Mesa Steam, on est tous les deux dans le synthétique. Ah, on est sur deux trucs. Mais pas tout à fait Ouais, le même ouais, mais synthétique, quoi. Et au milieu Non. de ça, le Ball Thrower, qui pour le coup, lui, il est pas synthétique du tout. Il est plutôt dans la crasse et le. Ouais, et c'est le- vrai, dans la et gros fange bouillon, du quoi, combat. c'est ça, la boue et le sang. Ça montre à quel point, en fait, tu peux explorer des paysages différents dans un même domaine qui est la science-fiction, rien qu'avec les mêmes instruments, parce que c'est toujours des batteries, des guitares, une voix, là, Ouais, c'est pour ça. le coup, plutôt hurlée dans tous les cas. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qui se développe pas mal, le côté Black Atmo avec l'espace, et c'est vrai que ça colle vachement bien, hein. La froideur, comme t'as dit. Ah bah après je reviendrai, enfin pour mon deuxième justement, c'est à peu près sur le même thème, Ce serait pas un petit Dark Space. mais pas vraiment. Ouais, si. Si, exactement, ouais. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Ok. Je t'ai percé à jour. Alors, est-ce que tu peux deviner Ah mon bah c'est numéro pas bien 4? compliqué. Ah non, mais pas du tout, mais c'est extrêmement compliqué Alors, je en vais te fait, donner parce des qu'on a indices. on a des goûts tellement... C'est Ouais, toujours vas-y. du death metal. C'est français. Ouais. Ils ont une pochette. Ils ont eu des pochettes faites par Monsieur Drouillet. Massacra. Ah non, là, lui, c'est Formosa, le dessinateur de bande dessinée pour Massacra. C'est pas Massacra, mais c'est un des trois gros. Vas-y, Le balance sud le de la nom d'un France. album pour voir. Bah ouais. Le sud de la Le France, sud de donc la c'est Agressor. Ah bah bah oui, oui, bah bah putain, oui. oui, d'accord, ok. Massacra, Agressor, ouais, d'accord. Alors, on peut ok. mettre Merciless bien vu. aussi, si on veut faire Big Four, c'est le but On a le dans le top 3 métal, Death, faut des Big français, Four, là. Ouais. Mais bon, ouais, Agressor, avec le Symposium of Rebirth, donc signé chez les Suédois de Black Mark Production en 94. Black Mark, ça doit te parler, non? C'est ton époque, ça. C'est mon époque. Bah, c'est ton époque, les années 90. là, comme Ouais, non, mais là, comme ça, non, ça me parle pas. Black Mark, c'est le label de Bassory, qui est tenu par le papa de Ah Corton. mais oui, d'accord, ok. Qui est Autant pour moi. la ouais. famille Fosberg, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, donc Boss, c'est comme ça que s'appelle, qui est crédité la plupart du temps le papa de Corton sur les albums de métal, parce qu'il faisait pas que du métal. C'est Hein. ça. Et crédité sur pas mal d'albums d'Agressor, justement, sous le nom de Ok, Boss. c'est intéressant. Notamment pour celui-là, il me semble, qui est leur troisième album, il me semble. Alors à la base, ils étaient plus dans le trash death, qui se faisait beaucoup fin 80, début 90. Hein. Et là, pour cet album-là, ils sont allés dans des sphères assez différentes. Donc on reste dans le death metal très velu, hein, ça envoie à fond, quoi. Et ils ont ajouté par-dessus tout ça de l'orchestration. Et pas de l'orchestration à la métal sans faux, mélo, un peu relou qu'on se tape depuis le début des années 2000. J'ai cru que t'allais dire de merde. Ah non, Donc, tu bah, vois, je vais c'est pas relou. faire- Non, c'était bien, Voilà, bien. j'apprends Non, mais bien. de mes erreurs. Qu'on fasse pas un commentaire après, oui, tu as dit ça. Non, c'est bon, Non, mais t'inquiète, en on te plus- pardonne. Parce que c'est vrai. Oui, bah c'est pas très bien. Bah, après, je n'ai rien contre les gens qui l'écoutent et les gens qui le font. Vous avez raison. Non, mais moi non Vous plus. aimez non, ça, on faites-le. vous charrie, Et on vous charrie. vous pouvez très bien dire que j'ai des goûts de chiottes, il n'y a aucun problème, c'est vrai. J'assume mes goûts de chiottes. Et notamment en ce qui concerne le death metal, parce que là, voilà, donc il y a une ambition,
Et disons qu'heureusement qu'il y a eu un réenregistrement carrément de l'album. Je crois que c'est un enregistrement. En tout cas, il y a des pistes qui ont été réenregistrées, et notamment les parties instrumentales qui ont été réenregistrées il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans je crois. Et donc il y a toutes les parties de flûte, de percussion, de chœur, etc. qui ont été réenregistrées, et ça donne carrément une autre ampleur à l'album. Et d'ailleurs, c'est ça que je vous conseille d'aller écouter, parce que l'album de 94, il est bien, hein, surtout par rapport à l'époque où il a été enregistré, c'était quand même assez novateur. Et je suis pas forcément pour tout ce qui est remaster et enregistrement, etc. Parce que souvent on fait des trucs de merde avec. Encore que pour les remasters, c'est plutôt pas mal en règle générale. Et là, pour le coup, ça vaut vraiment la peine, et ça a donné une autre dimension à tout ça. Et alors là, pour l'ambiance, on est plus sur alors je vais tricher sur une ambiance à la Conan, un peu épique, fantastique comme ça, puisque de toute façon, il y a 3 morceaux qui sont des morceaux de la BO du film de Milius de 82 de Conan. Donc voilà, enfin je veux dire, texto, hein. Et Voilà. Ouais, bah, je suis dans le thème. Tricheur. Je suis dans le thème. Ouais, t'es dans le thème. Il y a un morceau aussi qui fait un peu penser à une espèce plus à la Tolkien, à une espèce de chanson un peu folklorique, elfique, etc., qui est assez cool, qui permet d'arriver sur un morceau hyper violent où il y a aucun degré de fantasy dedans, hein. On est plus sur du thermonucléaire que sur autre chose, quoi. Et ça fait un espèce de mélange qui fonctionne super bien. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu qu'il vous faut un morceau pour vous rendre compte à quel point ça peut être un mélange heureux, il faut écouter le morceau Barabras, ou Babaras, je sais jamais. J'ai dû l'écrire quelque part, non je l'ai pas écrit. Mais vous allez le trouver assez facilement, hein. C'est premier, vous tapez Aggressor Rebirth, vous allez tomber dessus assez vite. Et à noter encore, pour ajouter à tout ça, que la pochette de l'album, donc comme j'ai dit, c'est Monsieur Drouillet qui leur a refilé, sachant qu'il avait déjà bossé avec eux sur d'autres pochettes. Et ce n'est autre que la couverture de la BD Ygrael, qui a été reprise par un autre groupe, je sais plus, je crois que c'est des Allemands. C'est un groupe allemand des début 90 qui ont sorti une démo, je crois, un truc comme ça, de death metal aussi. Allez. Pas grosse surprise, gros groupe, hein, pour moi, pour le numéro 3, avec Summoning. Là, on passe un petit peu du côté fantasy de la force, hein, avec Housebound, qui est sorti en 2001. Donc là, on est dans des bails obscurs aussi, hein, c'est-à-dire qu'on est sur du black metal épique, hein, vraiment, et c'est d'ailleurs le digne représentant pour moi de ce genre-là, on va dire. Ils sont autrichiens, et eux, ils ont la particularité d'écrire sur tout ce qu'ils font, enfin, du moins une grande partie, sur le thème de Tolkien. Donc après, il se passe pas spécialement du côté des gentils, hein, parce que sur cet album, on a une chanson qui est écrite en orque. Et en toute honnêteté, ça rend très bien. Donc on est sur quelque chose d'assez lent, parce que là pareil, ils sont que deux, hein, les Lascars, c'est de la batterie programmée, voilà, mais tout ce qui est du reste, des guitares, du chant, du synthé, c'est eux. Et voilà, il y a un côté très martial, hein, avec beaucoup de tambours, beaucoup de percussions, beaucoup de percus. Des tambourins. Mais avec du pipeau aussi, de la flûte et des machins comme ça. Ça pourrait. Ouais, non mais après voilà, non mais blague mise à part, en plus il y a de la flûte, hein, d'ailleurs le morceau, enfin l'album s'ouvre limite sur un morceau comme ça de flûte. C'est très guerrier, voilà. Mais par contre c'est aussi, tu parlais tout à l'heure du côté un petit peu boue, un petit peu crade de Ball Thrower. Là clairement on est un petit peu là-dedans aussi, c'est loin d'être un son très clean. C'est-à-dire qu'on est voilà, hein, avec dans l'armée orque qui se dirige sur les humains pour leur fendre le crâne. Donc c'est aussi pareil, hein, on voyage beaucoup, mais au rythme des tambours orques. Et voilà, les mélodies, pareil, on est sur quelque chose d'assez long sur les morceaux, des fois. Mais voilà, c'est vachement immersif, et il faut pas perdre de vue par contre qu'on reste sur du black metal, donc c'est peut-être pas spécialement abordable non plus. Va falloir peut-être un petit temps d'adaptation, mais voilà, le groupe joue vachement sur les mélodies enfin voilà, ils sont réputés aussi pour ça, et pour les ambiances qu'ils arrivent à créer, et pour les pochettes aussi qui sont vraiment super belles, et qui sont des illustrations qu'on peut retrouver assez communément quand on parle de Tolkien sur internet. Et voilà, rien à rajouter à part que c'est un album culte. Ils ont fait beaucoup d'albums, du bon, du moins bon, surtout après celui-ci. C'était pratiquement un sans faute avec jusque-là, en fait.
Donc ils ont eu des albums beaucoup plus marqués black metal avec Minas Morgul et des machins comme ça, donc du early, hein, c'était vraiment ce qui se faisait au début. Et là on arrive avec quelque chose de bien plus travaillé que du simple black metal à clavier. Encore une fois, voilà, on est sur des grosses ambiances, sur des morceaux vachement épiques qui donnent envie d'aller guerroyer, quoi. Et voilà, je vous conseille peut-être un tout petit peu moins, si vous connaissez pas le groupe, ce qui s'est fait après cet album. Donc là, on est quand même en 2001, hein. Il y a quand même pas mal de trucs à écouter avant. Et voilà, ils ont la réputation de sortir des albums très espacés, pardon. D'où la qualité en général. Mais bon, voilà, sur les derniers, ça c'est peut-être un petit peu... c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est peut-être déjà entendu. Est-ce qu'ils sont arrivés au bout d'un cycle ou quoi que ce soit, je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cet album-là, pour tous les fans de fantasy et de Tolkien en particulier, pour moi, ça reste une référence. C'est vrai que en plus le black metal, c'est dès le départ a pris le côté des orques et de Sauron, etc. Mais c'est logique. Ça a beaucoup, forcément, ouais. Tolkien a beaucoup inspiré le black metal. Tu regardes les noms des premiers groupes, etc. Même pour le death, il y en a eu un petit peu, mais c'est pas. Enfin, on n'était pas exactement sur le même. Comment dire c'est deux styles qui viennent carrément du même endroit, mais qui n'ont pas évolué de la même manière. Et Tolkien a, je pense, beaucoup plus fermenté dans le black metal, ça que ça part sombre, parce que justement dans le black metal, tu vas avoir cette envie d'aller de par la musique de raconter une histoire qui s'étale sur sur carrément plusieurs albums, etc. Il y a ce côté narratif qu'il y a plus dans le black metal que dans le death metal. T'es encore dans cette idée que c'est une musique que tu vas jouer, ce qui n'est pas le cas du black metal, qui peut très bien, tu peux juste sortir des disques sans jamais faire de concert, c'est pareil normal, alors qu'un groupe de death, quand même, a priori, il est créé pour aller faire des lives et que les gens bougent, etc. Donc il y a un peu moins cette idée de narration que tu retrouves beaucoup plus dans le black metal, et notamment chez Summoning, qui sont quand même hyper réputés. Moi, c'est vrai que c'est un genre que j'aime pas beaucoup, mais que je connais assez bien finalement. Mm-hmm. Parce que j'en écoute, vu que c'est pas mal à la mode et je suis entouré de gens qui en écoutent, j'en écoute forcément. Et il y a ce côté, t'as très bien dit, épique, et qui s'élève un peu au-dessus justement de la boue. C'est-à-dire qu'on y est, mais on peut aussi aller vers des choses plus lumineuses, qui ont un peu plus de hauteur aussi, tu vois, quelque chose de plus majestueux. Que quand tu fais un groupe de death metal, il n'y a pas vraiment de raison d'aller vers un truc plus majestueux, encore que, je vais peut-être en parler plus tard, il y a quelques exceptions, mais ouais, ça c'est clair que si tu ouvres ton Silmarillion et que tu veux t'envoyer un truc, que c'est la guerre, Summoning, c'est parfait, hein. Et je rajouterais que Tolkien, je pense que c'est peut-être l'auteur le plus exploité en termes de black, enfin, au moins dans le black metal, parce qu'après il y a eu, j'en ai parlé dans un épisode, la Dungeon Synth aussi, qui a carrément limite un pan dédié à Tolkien. Et c'est vrai que limite toutes les productions qu'on peut voir en matière de Dungeon Synth, au moins les plus grosses productions, les albums cultes et tout ça, ont été influencés par Tolkien, et c'est des albums qui parlent de l'univers de Tolkien. Oui. C'est tellement riche que, voilà, après, sans s'arrêter spécialement au Seigneur des Anneaux, hein, que tu parlais du Silmarillion, on peut parler aussi des quêtes inachevées, des trucs comme ça. Voilà, tout l'univers de Tolkien est exploité, donc du coup, ça ouvre beaucoup de possibilités, en fait. Alors moi, j'ai mis un autre groupe français. Tiens, j'ai pas fait gaffe, j'ai 3 groupes français et 2 anglais dans mon... C'est varié, c'est bien. C'est moins exotique que toi, quand même. Parce que toi, entre les Autrichiens et les Australiens... Ouais, c'est vrai que j'ai pris large, moi. Attends, mais c'est quoi le premier déjà? Fear Facto. Non, ça va, c'est des... Fear Facto, c'est quoi? C'est des ricains, t'as dit? C'est américain, ouais. Je l'ai pas précisé, mais ça, ils sont américains. J'avais un doute. À un moment, je pensais qu'ils étaient canadiens. Mais ça, c'est à cause de Hogan. Enfin, bref. Je vois de quoi tu veux parler. J'ai la ref. Donc moi, je vais vous parler d'un groupe encore moins connu qu'Aggressor, parce qu'Aggressor, c'est comme tout assez connu dans le monde du death metal. Et voilà, qui, est un petit cercle à l'échelle du monde. Et donc là, on va aller dans le métal progressif, pour faire large. Ah oui. Et là, les gens qui écoutent... Non, c'est pas celui-là. D'accord, ça fera un gros français en plus, alors. Les gens qui m'écoutent sur Elbaf Kawa savent quelle estime j'ai pour le métal progressif. Donc ils seront étonnés de savoir... La durée du blanc en dit long, tu vois. Ah ouais, c'est clair.
puisqu'il s'agit d'un groupe inconnu, Aphasia, avec leur premier album, Anthology 2. Oui, c'est le premier album, mais c'est Anthology 2. C'est une anthologie. Ouais. Links from the Dead Trinity, donc chez Ascendance Records, qui est sorti en 2008. J'ai presque fait chronologique, j'ai juste inversé les deux derniers, vous verrez. Et c'est un groupe, donc j'ai dit français, plutôt extrême, puisqu'il y a des grosses parties death metal. Mais au milieu de ça, vous pouvez avoir des passages de musique carrément de jazz, et pour le coup du vrai jazz, parce que je sais que dans le métal on aime bien dire c'est jazz alors que ça l'est pas. Ça l'est pas du tout. Mais là pour le coup il y a vraiment du jazz, c'en est du pur et dur on va dire, mélangé avec des parties un peu funk, mélangé avec juste du rock, des trucs assez divers et variés, presque de la chanson, voilà. Quand je dis chanson, je pense à une chanson française, ce genre de choses, mais on n'y est pas complètement, quoi. On reste dans un terrain un peu rock quand même. Et ce qu'il y a d'assez impressionnant, c'est qu'en fait, que ce soit les voix grôlées ou les chants complètement hallucinés, hyper aigus, ou la voix très douce, chantée presque sol parfois, c'est la même personne, c'est la même chanteuse. Et c'est juste hallucinant de voir comment elle passe de l'un à l'autre. Alors forcément, sur album, il peut y avoir des coupures dans le studio, et du coup, voilà, c'est... Mais il y a quelques vidéos qui traînent de en concert, il y a quelques années j'en avais trouvé, et elle avait l'air de bien se débrouiller même en live, donc c'était assez hallucinant, et le niveau global des musiciens est quand même plutôt élevé. Malheureusement ils ont sorti un deuxième album. J'aime bien le malheureusement. Voilà, qui est pas du tout au niveau, qui est un peu mieux produit que celui-là, mais qui, voilà, les morceaux sont pas là, parce que ce qui est fort c'est que en fait, l'album, si vous l'achetez en physique, vous avez un livret, il n'y a pas les paroles dedans, par contre il y a une petite nouvelle qui donne le contexte de l'histoire des paroles que vous écoutez dans les chansons. Il faut réussir à capter, parce que quand c'est grôlé en anglais, c'est pas toujours évident de savoir de quoi on parle, mais on arrive un peu à capter justement en lisant la petite nouvelle. Il y a une carte, en fait il y a tout un univers autour des paroles du groupe et de l'imagerie du groupe, qui explique aussi les changements d'ambiance. En fait, les morceaux qui vont être un peu plus calmes, c'est parce qu'en fait, on va vous raconter un moment de l'histoire où c'est des personnes qui parlent, je sais pas, dans un jardin ou un truc comme ça, ou qui vont déclamer, je sais pas, un monologue par exemple. C'est pas des trucs forcément que j'ai vérifié sur l'album, mais c'est un peu le sentiment qu'on a à l'écoute. Et les moments un peu plus bourrins, ça peut être, je sais pas, une guerre entre deux peuples, deux factions, etc. Et du coup, comme il y a une ambiance un peu, c'est dans un monde un peu magique, je dirais, il y a un petit côté babylonien, truc comme ça, un peu occulte, sombre, avec des prophéties, ce genre de choses. Voilà, il y a vraiment des moments où la musique donne une espèce de tension un peu prophétique, j'ai l'impression. On sent qu'on se projette dans des grandes destinées, etc. Il y a quelque chose d'assez solennel. Et ils arrivent assez bien à jouer avec ces différents climats, parce que juste après ce morceau, voilà, très tendu, vous allez avoir une espèce de truc jazzy avec un jeu sur la voix, une espèce de canon de mots qui vont être prononcés un peu bizarrement, etc. Ça donne vraiment des ambiances très étranges et qui se marient très bien pour le coup. Et voilà. Ok, groupe inconnu pour ma part, mais j'irai jeter une oreille quand même, ouais. Ah ouais, c'est vraiment pas connu du tout. Ok, un bon 3, curieux d'écouter ça en tout cas, j'irai. Et on va passer sur le 2, donc tu l'as spoil tout à l'heure pour moi. Alors je vais pas parler moi d'un album là plus, mais du groupe globalement, parce que c'est vraiment extrêmement compliqué de parler d'un album, donc de Dark Space, qui est un groupe... Même d'un morceau. De quoi ? Même de parler d'un morceau. Ouais, non mais c'est vrai, en fait. Même si je perçois un tout petit peu d'ironie dans ta voix... c'est extrêmement compliqué, donc je me suis dit je vais parler du groupe globalement, parce que la seule différence qu'on pourrait remarquer entre les albums, c'est une baisse du son ou un son un peu plus élevé sur l'autre après. C'est un petit peu compliqué. Donc voilà, Dark Space, c'est un groupe suisse, et voilà, c'est assez noir pour pas dire très noir. C'est un voyage aussi, voilà, parce que moi j'aime bien. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est dark et que ça se passe dans l'espace ? Ouais, c'est beau, c'est exactement ça en plus. Même s'il se fout de ma gueule, quelque part, c'est un petit peu ça. J'ai été chroniqueur métal. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Je t'ai vu commencer, t'étais tout petit en plus. Donc on est sur du voyage spatial, encore une fois, comme Mesesrim d'ailleurs. Mais le voyage est beaucoup moins agréable, hein. Ça on peut le dire. On se trimballe plus au milieu des trous noirs sans savoir vraiment ce qui va se passer, plus que dans les nébuleuses qui sont éclairées, voilà. Donc là, on est sur du black metal assez raw de base, hein, c'est-à-dire que c'est extrêmement minimaliste. Il y a une bassiste, mais on l'entend absolument pas. Ça, c'est formidable. Les guitares, ça peut être vite le bordel si on tend pas l'oreille. Et la batterie, voilà, est complètement aux fraises. Mais voilà, tout ça mélangé et noyé sous une nappe de clavier. On a du Dark Space avec 3 albums, 4 même. Donc à chaque fois, on est sur quelque chose d'assez assez attendu, parce que mine de rien, je vous le vends comme ça, mais le groupe marche super bien dans le milieu, c'est ça qu'il faut savoir. Donc c'est un groupe qui vaut aussi le coup en live, moi pour les avoir vus, c'est autant le bordel sur album, mais voilà, il y a une aura en fait. Vraiment, ce groupe, on peut en rigoler, on peut en dire ce qu'on veut, parce que c'est vrai, c'est le bordel, totalement. Mais quand on met un album de Dark Space, on est vraiment happé par cette ambiance, vraiment, et ces claviers enfin tout est étouffant en fait dans ce groupe. J'arrive pas à qualifier ça autrement. Et puis voilà, je saurais pas quoi rajouter de plus, parce que du coup c'est assez particulier comme musique, arriver à mettre des mots, voilà, si on a des bases en musique, et surtout notamment en black metal, on pourrait arriver peut-être à en dire peut-être plus de choses, entre gros guillemets, mais là, bon, je pense qu'il faut plus balancer un morceau ou un album pour essayer de se mettre dedans, plus que des mots, en fait, c'est, voilà. Parce qu'il y a du chant aussi, ça je l'ai peut-être pas précisé, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que, bon, on n'est pas sur des paroles déjà audibles. Déjà d'une part, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment de paroles. Mais quoi qu'il en soit, il y a un fond vocal diffus qui se perd dans les méandres de l'espace, là. Et voilà. Quelque chose à rajouter, Cook ? Beaucoup de choses. Ils vont à fond dans leur... bah non, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, puis il se passe pas grand chose, quoi, mais c'est voulu, enfin, c'est vraiment un groupe qui a un concept et qui le pousse jusqu'au bout, au maximum. Hein. Tu parlais d'ambiance étouffante, ouais, c'est vraiment ça, et pour le coup, la voix inarticulée qui crie, qui est sous-mixée en plus dans mon souvenir, parce que j'avais écouté, ça donne vraiment ce côté étouffant, enfin, vous êtes dans une station spatiale, vous savez que vous allez mourir dans la solitude de faim, etc. Et du coup, la folie s'empare de vous et vous utilisez vos dernières forces pour hurler dans l'espace, alors qu'en fait, vous savez très bien que ça va servir à rien. C'est ça, Dark Space. Hein. Et ça n'a pas besoin d'être plus que ça, finalement, parce que dans le style, déjà, il n'y en a pas 40 groupes, et en plus, ouais, la démarche, elle va jusqu'au bout, et point barre, quoi. Voilà, donc après, encore une fois, c'est on adhère ou on n'adhère pas. Moi, je sais que personnellement, ça arrive à me transporter. Alors après, où, je sais pas, parce que c'est vraiment... C'est pas le genre de musique qu'on écoute pour se détendre, en fait. C'est une expérience déjà, parce que ça peut être limite palpable en fait, tout ça, mais se mettre un casque dans le noir à écouter ça, c'est vraiment une expérience. On sait pas où on va, on sait pas, tout est assez confus en fait. C'est comme dans l'espace, j'ai l'impression qu'on est un peu, on sait pas où est le haut, où est le bas, on perd un peu tous les repères. Et ce qui est quand même fou, c'est que même malgré ce côté minimaliste et bordélique, par exemple en live, moi je sais que je les ai vus une fois, j'ai eu la chance de les voir une fois, et c'était... Putain, mais c'était fou, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont que 3, il n'y a pas de batteur, voilà, c'est une batterie programmée, donc il y avait la bassiste et les 2 guitaristes, qui d'ailleurs maintenant sont plus que 2, hein, parce que la bassiste s'est barrée, et je précise aussi que le guitariste a un groupe assez connu en Suisse, qui s'appelle... je sais plus, j'aurais dû le noter, mais un groupe assez connu dans le même esprit, mais avec un côté plus basé, enfin avec un concept plus basé sur les montagnes, le froid et tout ça. Je sais pas si c'est pas Paysage d'hiver. Je crois que c'est Paysage d'hiver. C'est des Canadiens, eux, non Paysage d'hiver. Je m'en souviens plus. C'est pas la scène québécoise, ça ? C'est possible. Je confonds un petit peu, mais parce que les Suisses aussi ont des noms de groupe un peu comme ça.
Et enfin bon bref voilà, en live c'était juste fou, tout le monde était scotché, c'est vrai qu'il y en a pas un, ceux qui aimaient pas se barraient concrètement, mais ceux qui restaient par contre on voyait vraiment que c'était une grosse claque dans la gueule, c'était comme se prendre une sorte de mur en pleine tronche, parce que c'est vrai que c'est un mur de guitare en fait, hein, c'est... Voilà, on a affaire à une musique très 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 glaciale, il n'y a pas de quoi pogoter, il n'y a pas de quoi bouger hein, concrètement, puis les lights vraiment bleus comme ça qui baignent les musiciens sur scène, c'est assez impressionnant. Ouais. Je sais que j'en garde une super expérience. Après, il aurait pas fallu que ça dure 3 heures par contre, mais voilà, j'ai eu la chance de les voir et en toute honnêteté, ça a été une super expérience. À 3 heures, ils auraient joué tout le répertoire, donc... Ouais, c'est ça. Puis t'aurais pas vu la différence entre les morceaux surtout. Là, c'est marrant parce que c'est un des rares groupes qui m'avait un peu marqué quand j'avais commencé à écouter de l'extrême, et notamment du black metal. Ouais. Et enfin, j'étais déjà dans l'extrême au moment où je suis tombé dessus, mais black pas trop. Et c'est un des trucs qui m'avait accroché, notamment parce que ça donnait une ambiance complètement chelou, etc. Mais une fois que je l'ai écouté 4-5 fois, je dis bon bah d'accord, j'ai compris. Et après, bon bah après il y a plus rien, donc bon bah ok, j'ai compris. Ouais voilà, mais de ça ils en font des albums quoi. J'ai envie de les avoir vus en live parce que pour le coup, moi c'est clairement un truc, je pense que ça m'aurait fait plaisir de les voir en live. Tu vois, ça aurait marqué le truc et puis je serais passé à autre chose et point barre. J'aurais vécu l'expérience jusqu'au bout et puis je passe à autre chose. Mais enfin, moi je les compare un peu à Burzum. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de voir le lien, mais il y a ce côté complètement déglingué en fait, de la prod, du son, etc. À la différence que bah, jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas néo-nazis et que c'est eux, vrai. et que eux, ils se donnent pas des excuses bidons pour faire un son dégueulasse. Donc c'est vrai. Donc c'est en tout point meilleur. Et je suis en train de regarder pour voir. Et Burzum, on retombe sur Tolkien encore. Hein. Oui, encore une fois. Et je te confirme, c'est bien Paysage d'hiver. Et donc c'est bien des Suisses. Ils sont bien suisses et le nom du guitariste c'est bien Paysage d'hiver. C'est ça. Ok. Ouais, pour moi c'était un groupe canadien, mais. Tu confonds pas avec Forteresse plutôt ? Non, Forteresse, je sais qu'ils sont canadiens, c'est sûr. Mais non, mais j'ai dû empiler des trucs. Y a pas un mec qui s'appelle Richardson qui joue dans le groupe ? Dans Dark Space ? Oui. C'est que des pseudos qu'ils ont donc. Excuse-moi, j'ai pas vu venir. si, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, désolé, mais. Il faut qu'on balance nos vannes là, faut qu'on évacue parce que. Bon, on va rester dans les trucs un peu occultes et chelous. Mais on va parler de groupes qui travaillent leur son jusqu'à la moelle par contre. Là on est sur donc l'inverse quoi. Ouais, là on est sur de l'artisanat, de l'orfèvrerie. Attention, c'est des Anglais. Enfin, c'est surtout un Anglais en fait, puisque c'est Mithras, groupe de death metal encore. Hein, on va rester. J'ai mis que des groupes de death en fait. Comme ça au moins. Mais c'est différents types de death. Donc, voilà, on peut pas te l'enlever ça c'est bien. Et alors on est dans l'imaginaire, mais là on est plutôt on est dans l'espace, mais dans l'espace et la mythologie en même temps. C'est-à-dire qu'on va transposer un peu toutes les ambiances qu'on pourrait avoir en parlant, je sais pas moi, de l'Odyssée d'Ulysse, mais transposé dans l'espace. D'ailleurs, il y a certains titres de morceaux de l'album dont je parle là, qui est On Strange Loops, dans des boucles étranges, qui est sorti donc en 2016 chez Galactic Records, qui est le label de... je dis pas son nom exprès parce que j'ai oublié son nom. Ça m'énerve en plus. Richardson. Et c'est ça, c'est Richardson, exactement, c'est lui. Et alors qu'avant, j'utilisais tout le temps son nom, parce que c'était mon exemple parfait pour expliquer plein de trucs. Et ça fait tellement longtemps que j'en ai pas parlé que je sais plus. Mais c'est pas grave, on fera ça. Et ce gars-là est un psychopathe du son. Il y a un épisode de Realm of Kawa sur ce groupe, si ça vous intéresse en détail. Et en fait, ce qu'il y a de génial avec ce groupe-là, et donc là, je vais parler plus globalement de la carrière. J'ai pris un album, mais en fait, on peut parler de la carrière un peu comme t'as fait pour Dark Space, même si là, les albums se ressemblent pas tellement de l'un à l'autre. C'est qu'on est sur des ambiances galactiques, mais pas aussi lancinant que tout ce que t'as proposé jusque-là avec le black metal. Où tu vois, on est sur un truc un peu contemplatif, etc. Tu vois, même Dark Space, finalement, on est sur un truc contemplatif parce que c'est tellement tout le temps à fond que tu vois, comme tu dis, tu rentres dans une espèce de transe
Là, il y a du contemplatif, il y a des moments, des nappes. Alors, il y a pas, je crois pas qu'il y ait de clavier, je crois que c'est tout des guitares, mais c'est des guitares avec des sons, ça ressemble plus à des guitares, hein, c'est des trucs complètement trafiqués avec des pédales, etc. Et qui peuvent faire des nappes assez atmosphériques. Et derrière, vous allez avoir un énorme riff de death bien casse-nuque, mais toujours avec un son hyper chelou, et surtout l'utilisation de gammes qui sont pas très habituelles. Je suis pas un spécialiste en solfège, donc je vais pas me risquer à donner un nom à ces gammes-là, même si j'ai mes petites idées, mais je préfère faire peut-être de bêtises. Et qui vont donner cette ambiance un peu antique. Et c'est là on retourne sur un peu cette idée de mythologie et de monde ancien, qui serait transposé dans l'espace. Puisqu'on va avoir des leads de guitare hyper chelous, l'aide de tapping, de sweeping, etc. C'est un guitariste hors pair, enfin, c'est vraiment, il touche à lui, même à la batterie, c'est un grand malade. Un des meilleurs batteurs pour moi de death technique actuellement. Et voilà, on se retrouve en fait avec une musique qui peut être à la fois hyper calme et contemplative, pour retomber ensuite sur un espèce de déferlement de notes. Et encore une fois, pas forcément dans le chaos, mais plus dans la majesté, dans la puissance et dans le côté assez impérial. Et pour finir, le nom même du groupe explique un petit peu le concept, puisque Mithras, c'est une divinité orientale qui a été notamment importée dans l'Empire romain, et qui a ce côté de culte un peu caché, un peu mystérieux, etc. Donc ça fait un espèce de mélange... qui pour moi est parfait. Là, j'ai mis le dernier album parce que c'est le plus écoutable. La meilleure synthèse de tout ce qu'ils ont fait jusque-là. De toute façon, j'essaierai de mettre les liens au fur et à mesure, enfin quand je posterai l'épisode, pour que tout le monde puisse se faire une petite idée des groupes dont on parle, hein. Ça pourrait être pas mal. Donc ok, pareil. Pour moi, groupe que je connais, bien sûr, mais alors par contre sur lequel j'ai jamais posé une oreille. Et je sais que toi et moi, on a des goûts différents malgré qu'on écoute du métal extrême. C'est vrai que tout ce qui est un petit peu technique comme ça, avec des sons bien travaillés, c'est peut-être un peu plus ta cam, même si t'aimes les trucs qui sont un peu plus cracra. Alors que ouais, j'ai l'impression que moi c'est peut-être un peu plus l'inverse. Même si mon premier parle d'un groupe qui a toujours soigné son son. C'est vrai que j'ai l'impression que tout ce dont j'ai parlé, à part Fear Facto, ça reste de la crasse, quoi. Bon, on va pouvoir passer sur nos numéro 1, je pense. À moins que t'aies quelque chose à rajouter. Non, je te laisse passer à ton numéro. Eh ben, allez. Eh ben, moi, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Keep of Kalessin, avec l'album Armada. Et là, on va parler de fantasy, clairement. Donc là, concept album, hein. Donc on va suivre l'histoire d'un homme, d'un guerrier, qui va se battre contre les dieux et qui va finir roi. Voilà, on va suivre son ascension tout au long de l'album, à travers 8 titres. Alors là, pareil, on est sur des titres qui sont un peu longs. Et l'album, ça raconte la bataille donc des hommes contre les dieux. Et après, on aura l'album d'après, parce que je crois que c'est une trilogie. Ça sera la bataille des dieux contre les titans, et après les titans contre je sais plus qui. Enfin bon, bref. Là, on est clairement sur une fresque assez longue, hein. Voilà. Donc on a affaire encore une fois à du black metal, hein. Je suis désolé, tu disais tout à l'heure que tu parlais que de death. Moi, à part Fear Facto, je vous ai présenté que du black. Ça reflète bien un petit peu nos goûts. Donc là, par contre, on est sur quelque chose de très propre, hein, comparé à Dark Space. C'est-à-dire que pareil, hein, Obsidian Sea, lui, c'est... moi, j'adore vraiment, même si le groupe est passé par des phases un petit peu plus commerciales. Ils se sont fait rentrer dedans parce qu'ils avaient participé à l'Eurovision aussi, avec le titre Dragon's Tower, je crois. Donc, bon, voilà. Moi, je dis pourquoi pas, en même temps, en représentant Metal à l'Eurovision. Il y a eu Lordi qui avait gagné, passé un moment, donc pourquoi pas. Moi, je vois pas l'inconvénient. Enfin bon, bref, ce qui est assez marrant, c'est que on est sur du black metal où on pourrait dire mélodique, alors que du black à clavier, ça peut être marrant parce qu'il y a énormément de mélodiques, il y a aucun clavier. Par contre, il y a énormément de mélodies à la guitare qui sont mises en avant justement dans les compositions, mélangées avec beaucoup de riff trash, qui est une grosse influence du groupe. Donc ça donne un truc assez costaud sur les passages un peu trash, et très beau, tu parlais de majestuosité tout à l'heure. Bah là on est clairement
sur des trucs qui te donnent envie d'aller à la castagne en fait, tu vois, on sent des fois, alors je connais pas toute l'histoire parce que pareil, moi les paroles, je suis une bille en anglais donc j'arrive pas trop à comprendre, mais on arrive des fois à se sentir dans les rangs de la bataille avec un commandant de guerre qui braille comme ça pour motiver, voilà, c'est vraiment exaltant des fois. Pareil, on a une alternance de chants clairs, de chants typiquement black metal, de trucs un peu plus trash, voilà, vraiment tout est travaillé. Et je trouve ça vraiment, voilà, c'est épique, hein, ça appelle, voilà, encore une fois, vraiment au combat, mais avec un mélange des styles qui pour moi fait vraiment l'album. Et voilà, c'est vraiment travaillé, on a de la gratte sèche aussi, voilà, c'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose de technique, hein, parce que c'est vrai que les compositions d'Obsidian, moi je sais que je passe beaucoup de temps à regarder ce qu'on appelle des playthroughs de guitare ou de batterie, et il a un jeu vraiment inimitable. Et au niveau des compositions, moi c'est vrai qu'il fait partie de mes compositeurs préférés, ces albums. Je les ai toujours aimés parce qu'il a toujours mis tout son cœur à l'intérieur. Donc ça c'est... Ce qui est marrant, c'est que Armada, c'est un peu l'album de la transition. C'est à ce moment-là qu'ils se sont mis un petit peu à intégrer des éléments nouveaux, parce qu'à la base, on était sur quelque chose de vraiment très black metal, basique, voilà, du norvégien, parce qu'ils sont norvégiens aussi, j'ai oublié de le préciser. Bon, les premiers albums sont pas transcendants, mais voilà, à partir d'Armada, ça s'envole. Je vous conseille aussi le dernier qui s'appelle Épistémologie, qui commence sur un morceau de 8 ou 10 minutes, je sais pas, mais pareil, avec du chant clair, mais à faire dresser les poils, mais voilà, c'est des compos très soignés, le son est très bon, je pense que c'est très abordable quand on veut essayer de se pencher un petit peu sur de la musique extrême, parce que ça mélange des styles différents, et il y a beaucoup d'accalmies, surtout, enfin, il y a des accalmies, peut-être pas beaucoup, mais il y a voilà, des passages qui arrivent à poser un petit peu l'auditeur pour repartir un petit peu après et cavaler après les mélodies, après les riffs et tout ça. Et puis en plus de ça, il y a l'air d'avoir une histoire qui est quand même assez construite. Donc voilà, moi gros coup de cœur, je pense que c'est un album qui me suivra, déjà qui me suit depuis 2006. Et que j'écoute vraiment très régulièrement et dont je me lasse jamais, quoi. C'est le genre d'album où on connaît toutes les parties vraiment par cœur. Donc voilà, c'est mon top 1. Est-ce que tu sais le faire à la bouche? Ouais. Je sais faire les mélodies, je sais faire la batterie, tout. Et d'ailleurs, j'envisage de ressortir un remake de l'album, mais qu'à la bouche. D'accord. Voilà. Attends. Vous êtes prévenus. Ça. Du black metal buccal, tu sais. Et ouais, pour moi, c'est du black death. C'est pas complètement black metal. Enfin, au début, c'était très black metal. Et justement, avec Armada, et quand ils ont apporté ce truc plus épique, on rentrait un peu plus dans le black death. En fait, le black death et Vitrash, c'est un pot pourri de plein de trucs. Plein de trucs, ouais. C'est ça. Et la différence que je ferais, t'en as assez bien parlé, c'est que là, on est vraiment dans l'épique, la guerre, le côté galvanisant. Là où Mithras, on est vraiment dans le majestueux et le spirituel. Tu vois, c'est peut-être la différence entre les deux. Mais c'est vrai qu'on est un peu sur cette ambiance aussi d'histoire ancienne. Moi, quand j'écoute un peu Keep of Kalesin, je pense à... ouais, c'est ça, comme t'as dit, des randoplites qui attendent le combat et tout. Enfin, c'est complètement ça, ouais, je suis assez d'accord. Et pareil, ouais, tu vois, c'est un des quelques groupes avec Dark Space de black, enfin typé black pour le coup, parce que là, pour moi, c'est pas complètement black metal. On n'est plus complètement dans le black metal. Mais ça reste un élément fondateur de la musique, hein, donc tu peux pas l'enlever non plus. Et c'est pour ça que je dis que c'est un bon tremplin en fait pour arriver à saisir des basses, parce que on a du blast beat, hein, c'est vrai qu'il y a une batterie qui tabasse. À l'époque, le batteur rivalisait avec les meilleurs. Alors je sais pas du tout ce qui devient. Mais c'est vrai qu'il était quand même déjà impressionnant. Donc voilà, après, ça nous familiarise avec cette batterie ultra rapide, avec ces parties vraiment extrêmement pareil de guitare là en trémolo où ça cavale. C'est ouais. Et moi je vais parler d'un de mes groupes favoris. Enfin, Mithras c'était déjà un de mes groupes favoris. Mais celui-là peut-être encore plus, puisque c'est mon chouchou parmi les chouchous, puisque je vous parlais de Gorod. C'est pareil, il y a un épisode entier sur la question. Nara Mofkawa. C'est ça. On voit. Harry Mofkawa. Et groupe français,
Donc de death metal technique. Après bon, on met un peu ce qu'on veut derrière technique, c'est toujours pareil. Hein. Mais en gros, attendez-vous à une prod assez clean, des mélodies qui partent un peu dans tous les sens, des rythmes pas toujours évidents à piger. Mais c'est pas si dur que ça en fait à comprendre. En fait, le terme technique il cache parfois des choses très simples et on a juste l'impression que c'est dur parce que les mecs sont super bons, mais c'est pas si compliqué que ça déjà à comprendre. Hein, d'autant plus que Gorod, ils sont connus pour leur mélodie et pour leur groove. C'est un peu comme Bolt Thrower, mais un peu moins pour leur riff. Parce que c'est un peu moins riffu que. Il y a des très bons riffs, mais on n'est pas au même niveau de pureté du riff que chez Bolt Thrower. Ouais. Et eux, ils ont réussi à allier concept de science-fiction post-apocalyptique avec donc du death metal, jusque-là tout va bien, un peu de funk, de la musique latine. Enfin bref. Ouais, en fait, les influences du compositeur principal du groupe sont assez variées. Il est prof de guitare et c'est un fou de musique en fait, hein. Il écoute plein de trucs, pas que de l'extrême quoi. Il a vraiment un spectre assez large d'influence. Et ça sent en fait dans la musique de Gorod. Alors, plus les albums avancent, parce que ils en sont à leur 6ème, 7ème. Le groupe existe depuis le début des années 2000, donc ça commence à faire quand même. Hein. Ils ont bien 15 ans de carrière derrière eux. Donc ils sont passés par pas mal de phases, et plus on avance, et plus ils arrivent à faire cohabiter des styles ou des mélodies, plutôt des gammes qu'on n'entend pas tellement dans le metal et dans le death de manière plus globale. Dans le death metal et dans le metal de manière plus globale. Même si le metal c'est quand même fortement décloisonné, donc je sais pas s'il y a grand chose qui n'a pas été exploré. Et tout ça en ayant une musique qui, un peu comme pour Bolt Thrower pour le coup, qui donne quand même cette impulsion qui peut vous faire danser, juste pas que taper du pied et être bangé comme un gros métalleux que nous sommes ou que vous êtes, peut-être. Là, vous pouvez vraiment danser sur du Gorod, hein, c'est possible. Il suffit de se laisser porter par j'ai moi-même essayé. Le petit rebond de la basse, voilà, ça marche très bien. Et donc, en fait, jusqu'à un EP qui s'appelle Transcendance, ils ont développé la même histoire, donc c'est sur 3-4 albums. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que sur l'EP, il y a le morceau Transcendance, où à un moment ils ont changé de chanteur, et du coup il y a eu 3 chanteurs en tout dans le groupe, et sur ce morceau-là, les 3 chanteurs jouent un personnage différent, donc ça fait une passation sur l'EP, entre l'ancien et le nouveau, et en plus l'ancien vient aussi poser une voix, ce qui fait qu'on a vraiment 3 personnages qui clôturent l'histoire globale. Et c'est assez cool, en plus le morceau est excellent, mais il dure une quinzaine de minutes, donc il se passe pas mal de trucs. Et voilà, Gorod c'est génial, donc allez écouter Gorod. Non, bon top 1 aussi, hein. Bon top 1, y a pas à dire. 2 gros groupes. Bon, on a réussi à s'y tenir, hein. On n'a pas fait trop long je crois, attends. Qu'on se fasse un peu peur. Bon, on a fait 1 heure. On a pas fait un top 20. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il y en aura 1 heure de plus. Donc, on espère que déjà, on possiblement vous faire découvrir des trucs. Hein. Moi, je suis curieux de savoir ce que les gens écoutent nos auditeurs. Parce que je suis sûr que tout le monde n'est pas forcément branché métal ni extrême. Hein. Donc, vous pouvez nous donner vos groupes qui parlent de fantasy, de science-fiction, de fantastique, d'horreur, etc. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que pour le coup, je connais très mal. Je connais d'autres styles, mais je connais pas beaucoup dans d'autres styles des artistes qui utilisent ces thèmes-là en fait pour écrire leur musique. Mm-hmm. Ça m'intéresserait de savoir si ça existe en fait. J'imagine bien, tu sais, le groupe de Bossa Nova sur Cthulhu, tu sais. Fais gaffe, hein. Parce que j'aime la bossa. Et pas trop, t'aimes mais on peut se débrouiller. Toi, t'aimes bien Cthulhu, donc c'est bon, on fait un truc à 2. Ah ouais. Non, on va arriver à faire un bon mix, hein, ça y a pas... il peut y avoir un truc un peu tentaculaire ouais, c'est vrai, avec moi la bossa. Hein. Oh, c'est beau ça. Voilà, donc comme dit Cook, n'hésitez pas à nous dire ce que vous écoutez en commentaire. D'ici là, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Hein. De toute façon, on espère que l'épisode vous aura plu.
Vous pouvez nous retrouver sur tout ce qui est un flux RSS, hein, et sur tout ce qui stream aussi, en l'occurrence, donc Spotify, Deezer, voilà, on est principalement, nous on publie sur SoundCloud, voilà. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Et puis bah voilà, nous on se retrouve dans 2 semaines, hein, de toute façon. Oui, bah on va vous dire bonne écoute pour une fois. Hein. Donc écoute, comment on pourrait tourner ça? Headbanger beaucoup, headbander bien, voilà. Headbanger bien, pardon. Non, c'est tout pourri. Je vais la garder celle-là, tu vois. Je vais faire un petit montage, t'inquiète pas. Ça va être top, ouais, carrément. Bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve dans 2 semaines. Bah ouais, dans 2 semaines, ouais. Avec, bah en fait, comme on sait pas dans quel ordre ça va sortir, ou t'as prévu toi dans quel ordre ça va sortir? Ouais, moi je pense que Parce que ça se trouve, là tu dis dans 2 semaines, c'est l'épisode qu'on sait pas ce que c'est, alors que celui qu'on va enregistrer, ce sera l'épisode à dans 2 semaines et ce sera celui-là. Est-ce que j'ai été clair? On se retrouve bientôt, de toute façon. Non, de toute façon, on sort toutes les 2 semaines, donc ce sera forcément dans 2 semaines, Oui, peu oui. importe l'épisode qui sort. Quoi qu'il arrive, ce sera dans 2 C'est semaines. ça. Mais si je fais une vanne sur un mec en collant qui se prend pour un oiseau, est-ce que ça sortira après ou avant, tu vois? Ah, eh bah écoute, on va garder ça de toute façon, et puis bah on improvisera pour l'ordre des publications. Bah d'ici là, prenez soin de vous, lisez bien, lisez beaucoup, il y a dans 2 semaines.